Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Voici les titres. Le Sénat refuse de lever l'immunité parlementaire de Serge Dassault, industriel et sénateur UMP de l'Essonne, malgré les nombreuses plaintes qui le visent. Les sénateurs socialistes se disent indignés. Les parlementaires peuvent-ils être des justiciables comme les autres? Débat à suivre dans ce journal. Ecomove, la société est chargée de recouvrer l'écotaxe poids lourd dans le collimateur des sénateurs. Ils ont auditionné cet après-midi le PDG de cette entreprise à l'arrêt depuis la décision du gouvernement de suspendre l'écotaxe. À Marseille, la bataille s'annonce serrée pour les municipales. Selon notre sondage, Patrick Mennucci devancerait d'une courte tête au second tour le maire sortant Jean-Claude Gaudin dans le cas d'une triangulaire avec le Front National. 13 voix contre, 12 pour et une abstention. Le vote a été serré. Pourtant, le bureau du Sénat a rejeté pour la deuxième fois la demande de levée de l'immunité parlementaire de Serge Dassault dans le cadre d'une enquête sur des achats présumés de vote à Corbeil-Essonnes. Les réactions sont nombreuses. À gauche, on se dit consterné. Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, prend acte de la décision mais la regrette. Le Front National dénonce un scandale démocratique. Voyez ce qu'en pensent les autres sénateurs au micro de Maxime Thuillier. Je regrette profondément cette décision qui a tenu à très peu, puisqu'il s'agit d'une voix de majorité. Le premier fait marquant qui me surprend aussi, c'est que probablement la droite est fait à ce point bloc pour empêcher cette levée de l'immunité. Personnellement, je suis étonnée de cette décision. Je suis d'autant plus étonnée qu'entre ce que les collègues déclarent quand on les rencontre ou parfois en débat et le résultat du vote, il y a manifestement un hiatus que je ne m'explique pas et que je regrette. Je pense que la justice ne peut pas demander à nous parlementaires de faire son travail. La justice, ou elle met un examen, ou elle ne met pas d'examen. À partir du moment où elle a mis un examen, là, le problème se pose de lever l'immunité ou pas. À Corbeil-Essonnes, ville dont Serge Dassault a été le maire pendant 14 ans, les habitants ont appris la nouvelle entre soulagement et indignation. Reportage de Cécile Sixou. Vous pouvez pas le laisser tranquille, le vieux ? Visiblement, à Corbeil-Essonnes, parler de l'affaire Dassault ne laisse pas insensible. La décision du bureau du Sénat vient de tomber. Pour cette commerçante, c'est le soulagement. Et puis ce matin, j'étais inquiète parce qu'il ne mérite pas ça. Pour moi et pour beaucoup de monde, Monsieur Dassault, c'est Monsieur Dassault. C'est un homme d'un cœur super, un homme travailleur, un homme qui aime les gens, et voilà. Aller faire du mal, c'est terrible. Même si l'industriel n'est plus maire depuis 2009, ici, c'est son fief. Pour certains, il a laissé dans la ville une bonne image. Il a aidé les jeunes, et il a fait des travaux, il a rénové le marché, et il a fait pas mal de trucs. Voilà. Moi, je trouve qu'il l'a accusé pour rien, quoi. À la même table pourtant, autre son de cloche, selon cet habitant, Serge Dassault aurait dû passer devant les juges. Monsieur Dassault ou pas Dassault, ou François Hollande ou n'importe quel, il doit passer à la justice. Voilà. Comme tous les citoyens français. Justice à deux vitesses, dans les rues pour certains, c'est l'indignation. Des gens qui ont des facilités comme ça, je trouve que c'est pas juste tout simplement. S'ils méritent d'être punis, il faut qu'ils soient punis. C'est toujours les mêmes qui sont pas obligés d'aller devant la justice. Avis partagé des habitants. Pour les opposants à la mairie en tout cas, le Sénat vient d'empêcher la justice de faire son travail. Et nous reviendrons sur cette question de l'immunité parlementaire dans notre débat à la fin de ce journal. En décembre, la France découvrait Ecomove, entreprise italienne basée à Metz et chargée par le gouvernement de recouvrer l'écotaxe poids lourd dans le cadre d'un partenariat public-privé. Une société dont le montage suscite bien des interrogations. Au Sénat, une commission d'enquête entend faire la lumière sur cette entreprise controversée. Les auditions ont commencé aujourd'hui. Paul Bouffard. Une audition sous tension. Devant les sénateurs, la direction de la société Ecomove, chargée de collecter la taxe écologique poids lourd. Officiellement, la société privée percevra 230 millions d'euros nets par an pendant 11 années. Objectif de la commission d'enquête, éplucher les modalités du contrat. Répondre à la question de savoir si l'État vraiment a eu raison de passer par un prestataire privé, c'est une question incontournable. Il faudra qu'on y réponde. Il faut qu'on réponde à la question quels étaient les engagements de part et d'autre,
qui pourra donner à dire si on pense que quelqu'un a été lésé ou pas lésé dans ce contrat. Selon Ecomove, leur offre était la moins coûteuse pour l'État français. Montant total des investissements, 650 millions d'euros. À la sortie, le président italien Daniele Maini reste peu bavard. Messieurs, votre sentiment après cette première audition? Merci, pas des commentaires. Au même moment, une enquête judiciaire du parquet de Nanterre cible les questions de corruption. À l'Assemblée nationale, une mission d'information, elle, est chargée de faire des propositions pour refondre l'écotaxe. Voilà. Et on reste au Sénat avec le retour en commission du texte sur le non-cumul des mandats. Sans surprise, les sénateurs sont revenus à la version qu'ils avaient votée en première lecture et qui leur permet de conserver un mandat de parlementaire et un mandat d'exécutif local. Mounir Soussi. Face au cumul des mandats, la majorité se retrouve bien seule au Sénat. Devant la commission des lois, les sénateurs campent sur leur position et défendent leur droit à conserver un mandat local. Les positions sont strictement identiques à ce qu'elles étaient en première lecture. C'est-à-dire qu'une majorité a pris position pour le maintien du cumul, d'une possibilité de cumul entre un mandat parlementaire et un mandat local, exécutif. À coup d'amendements, les sénateurs ont rétabli leur vision préalablement détricotée par les députés. Ils ont réintroduit la disposition qui leur permet d'échapper à la loi sur le non-cumul. C'est un amendement identique présenté par le groupe UMP, le groupe UDI, UC, le groupe centriste donc, et le groupe RDSE. Et il a été adopté effectivement majoritairement par la commission, malgré mon avis défavorable. L'opposition en situation majoritaire reste constante. Elle propose toujours de supprimer le cumul des indemnités, sans illusion sur l'issue du vote une fois le texte de retour à l'Assemblée. Il nous semble que dire on peut avoir un mandat et un seul, et qui plus est, lorsqu'on est parlementaire, ne pas avoir d'indemnité au titre du mandat local, il nous semble que c'est un bon compromis. Ça n'est pas ce que considère la majorité. Pourquoi? Parce que la majorité est aux ordres du gouvernement. Le texte sera à nouveau discuté la semaine prochaine au Sénat, puis l'Assemblée nationale tranchera. En cas de suppression totale du cumul, des élus se réservent la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel. Les forces françaises au Mali seront ramenées de 2500 à 1600 hommes dès le mois prochain, annonce de François Hollande lors de ses vœux aux forces armées. Le chef de l'État estime que l'essentiel de la mission a été accompli. Le Sénat examine ce soir en séance publique une proposition de loi pour empêcher la vente en ligne de livres au rabais. Objectif, barrer la route aux géants du net comme Amazon et protéger les libraires. Reportage dans une librairie du 14e arrondissement de Paris, signé Nathalie Guilloire. Ici, dans cette librairie indépendante du 14e arrondissement de Paris, on dénonce la concurrence déloyale que génèrent des entreprises comme Amazon. Jusqu'ici, ces opérateurs en ligne cumulaient la gratuité des frais de port du livre avec la remise autorisée de 5%. Ça constitue un désavantage pour les librairies de proximité puisque implicitement, ça amène au fait que la vente sur Internet est qualifiée pour faire des remises déguisées sous forme de gratuité des frais de livraison au client final. Pour remédier à cette situation, une loi est prévue. Baptisée anti-Amazon, elle vise à favoriser les librairies en empêchant les opérateurs en ligne de vendre des ouvrages à des prix inférieurs à ceux imprimés sur les couvertures. Pour le syndicat de la librairie française, cette loi serait un bol d'air pour les librairies. C'est un pas extrêmement important. C'est une manière, en consolidant, en développant ce chiffre d'affaires que les libraires font sur Internet, de compenser l'érosion des ventes en magasin ou l'érosion des ventes aux bibliothèques et aux écoles. Après avoir été voté à l'Assemblée à une large majorité, le texte est débattu ce soir au Sénat. Et pour en parler, on accueille sur ce plateau Corinne Bouchoux. Bonsoir, vous êtes sénatrice Europe Écologie Les Verts de Maine-et-Loire et vous participerez donc au débat ce soir. La séance publique aura lieu à partir de 21h30 au Sénat. Alors la ministre de la Culture, Aurélie Filippetti, estime qu'il faut agir face à la concurrence déloyale que représente Amazon. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, je pense que c'est ça la vraie question. Ça n'est pas tant une loi contre. Je pense que les lois contre sont vaines. C'est plutôt une loi pour donner un bol d'air. J'ai entendu l'expression. C'est une bouée positive pour permettre aux libraires de s'adapter aux évolutions technologiques. Dans un contexte où, il faut bien le dire, l'entreprise que vous avez citée abuse. Et à partir du moment où il y a l'abus d'un dominant qui crée des distorsions dans un marché qui est un marché particulier, le marché du livre, le marché de la culture, il est du rôle du législateur de remettre un peu les pendules
à l'heure et de donner un bol d'air aux libraires pour pouvoir leur permettre de s'adapter aux évolutions du marché du livre. Est-ce que la proposition de loi qui va être débattue ce soir va permettre de suffisamment protéger les libraires et de les conforter dans leurs fonctions ? Je pense surtout que cette loi leur donnera l'opportunité et le temps d'avancer pour envisager un système de vente mixte. C'est-à-dire qu'il faut continuer à vendre des livres, à conseiller, à créer du lien social de façon physique dans les magasins. C'est vital, c'est le lien. Et puis peut-être aussi que les libraires doivent aussi s'emparer, même si ça a un coût, des techniques de vente en ligne. Parce qu'après tout, le plus grand Amazon de France, ce sont les vraies librairies qui ont dans leur cave tous les livres que l'on veut acheter. Alors justement, c'est l'argument de chez Amazon. On estime que les consommateurs vont être pénalisés, notamment ceux qui n'ont pas de librairie près de chez eux. Alors... Oui, alors on a entendu cet argument. Alors évidemment, pour les personnes qui sont extrêmement éloignées d'une librairie, l'entreprise Amazon offre de réels services. Néanmoins, lorsque vous regardez qui achète des livres, vous avez aussi un certain nombre de personnes qui sont en ville et qui pourraient très bien avoir le réflexe d'aller voir le libraire. Cette loi, si vous voulez, ne contraint personne. Elle rétablit plus d'équité et elle va donner aux libraires l'opportunité, on va dire, de repartir du bon pied. C'est une loi qui est nécessaire, même si elle ne sera pas suffisante. Alors on sait que Amazon, cette entreprise a souvent défié la loi, notamment en matière de fiscalité, des conditions de travail très dures. Comment faire pour s'assurer que ce géant du net respecte cette loi ? Écoutez, votre question est excellente. Peut-être qu'on pourrait envisager ici même une mission d'information ou d'enquête. Ça concerne effectivement les conditions de travail qui sont particulièrement difficiles et pénibles, voire limites. Ça concerne la fiscalité où en fait on sait bien que Amazon a des bénéfices très importants qui ne sont pas tous déclarés en France et que le fait qu'il y ait un siège au Luxembourg permet des facilités que n'ont pas justement les librairies de quartier. C'est là où il y a une distorsion de concurrence. Bien, merci beaucoup Corinne Bouchou d'avoir été notre invitée ce soir. Et on a posé d'ailleurs, Corinne Bouchou, la question à notre partenaire du nouvelobs.com. Achetez-vous encore vos livres dans les librairies ? Eh bien les internautes ont répondu oui à 67%, non à 32% sur 156 votants. Le candidat du Parti socialiste à Marseille, Patrick Menucci, devancerait d'une courte tête avec 41% des voix le maire UMP, Jean-Claude Gaudin, qui obtiendrait lui 40% des suffrages au second tour des municipales, dans le cas d'une triangulaire avec le Front National. C'est le résultat de notre sondage IFOP fiducial en partenariat avec Paris Match et Sud Radio. La liste UMP-UDI, conduite par Jean-Claude Gaudin, arriverait cependant en tête au premier tour. Et avec 25% des voix, la liste PS obtiendrait un score élevé. Compte tenu de la très forte dispersion des forces de gauche, le candidat frontiste recueillerait quant à lui 21% des voix au premier tour. En plein débat sur l'interdiction des spectacles de Dieudonné, un séminaire avait lieu aujourd'hui au Sénat sur les bonnes pratiques des villes en matière de lutte contre le racisme. Sandra Cerquera. Près d'un élu local sur deux, issu de la diversité, se dit victime de propos racistes. Des insultes souvent proférées par des habitants ou d'autres élus. Un séminaire a réuni cet après-midi au Sénat, associations et maires, pour donner des pistes à la lutte contre le racisme au niveau municipal. Pour Esther Benbassa, beaucoup reste à faire. Il n'y a pas une vraie pression d'en haut. Il n'y a pas d'abord de déclarations fortes. On a vu avec la ministre Taubira, on a pris 15 jours pour lever la voix, alors quand c'est le kidam, pardon. Hein. En matière de lutte anti-racisme, Montreuil fait partie des meilleurs élèves. La ville a formé ses élus et mis en place depuis quelques années un correspondant chargé des luttes contre les discriminations dans chacun des services de la mairie. Et peu à peu, les mentalités évoluent. Et on fait en sorte que les critères d'attribution des places fassent qu'il y ait au sein de chaque crèche un véritable mélange social, d'origine, de culture, etc. Et c'est ça qui va être un facteur d'intégration. C'est le mélange. Un certain nombre, pas tous, de politiques peuvent être tentés à avoir une démarche clientéliste, à préférer un tel ou un tel parce qu'il aura une carte d'électeur, parce qu'il est de sa sensibilité, parce que ci, parce que ça. Et je crois qu'il faut y faire attention. Certains élus souhaitent que devienne obligatoire la nomination d'un adjoint en charge de la diversité pour enfin rendre concrète la lutte contre les discriminations et enfin sortir des postures morales. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et on
ouvre le débat ce soir sur cette question de l'immunité parlementaire après le refus du Sénat de lever l'immunité parlementaire du sénateur UMP Serge Dassault, avec nos invités ce soir sur ce plateau. Michèle de Messine, bonsoir, vous êtes sénatrice du Nord, merci d'être avec nous. Vous appartenez au groupe communiste ici au Sénat. Avec nous également Philippe Dominati, bonsoir. Vous êtes sénateur UMP de Paris et nous accueillons également Bertrand Mathieu. Vous êtes professeur à l'université Panthéon-Sorbonne Paris 1 et directeur du Centre de recherche de droit constitutionnel. Merci d'être avec nous. Alors Michèle de Messine, vous faisiez partie du bureau ce matin qui a donc tranché sur l'avenir, le sort judiciaire de Serge Dassault. Quelle est votre réaction après le rejet du Sénat de lever cette immunité? Personnellement, j'étais atterrée. Atterrée que le Sénat sorte avec une telle décision, alors que ça a été une surprise, parce que nous étions quand même beaucoup à penser que, compte tenu de la qualité du dossier qui était présenté par la justice, par les juges, par le procureur de Paris, par le procureur général, une demande qui était très motivée, et motivée aussi la raison pour laquelle la garde à vue était nécessaire. Vraiment, nous pensions que, dans sa sagesse, le Sénat allait accéder à cette demande. Et malheureusement, après un débat qui a quand même duré 1h30, avec des arguments qui étaient de part et d'autre quand même intéressants, malgré tout, et pour la deuxième fois, même si la première fois il y avait certainement des critiques par rapport à la demande qui avait été faite, pour la deuxième fois, voilà, le Sénat refuse. Je pense que au-delà même de la décision que nous avons prise, qui est toujours quand même quelque chose de difficile, je pense que le mot en votre âme et conscience, il prend toute sa dimension pour chacun d'entre nous. Mais au-delà de cela, je pense que pour le Sénat et pour la démocratie, c'est quand même une faute qui a été commise. Michèle de Messine, on va faire agir Philippe Dominati. On a entendu Michèle de Messine qui se dit atterrée. Elle estime que c'est une faute pour la démocratie. Que dites-vous? Écoutez, moi, je ne suis pas membre du bureau, je n'ai pas participé au débat et je n'ai pas connaissance du dossier. Je suis là pour parler de l'immunité parlementaire. Je constate que le Sénat, au cours des dernières années, en tout cas depuis que j'exerce mon mandat, a levé précédemment 5 ou 6 fois l'immunité parlementaire d'autres collègues en fonction d'un certain nombre de dossiers. Et donc, en réalité, cette décision est plutôt exceptionnelle pour le bureau du Sénat en ce qui concerne la levée de l'immunité parlementaire d'un sénateur. Donc je suppose qu'elle est fondée. Deuxièmement, ce n'est pas une confrontation entre la gauche et la droite, puisque cette décision ne peut se prendre que si des sénateurs de gauche ont refusé la levée de l'immunité parlementaire. Donc je suppose qu'effectivement, c'est une décision qui, au vu du dossier, a été prise en âme et en conscience par les sénateurs. Alors après, si l'on regrette la démocratie ou le jeu de la démocratie dans un bureau, il faut dire qu'il ne sert à rien et on n'y va plus. Et on dit on ne fait plus l'immunité parlementaire. L'immunité parlementaire est nécessaire pour les hommes politiques. Je pense qu'elle est nécessaire tout simplement parce qu'il est très facile de mettre en cause la responsabilité d'un homme politique et ça arrive fréquemment. D'ailleurs, je crois, et peut-être que vous nous le confirmerez, que dans l'évolution politique au cours des dernières années, on voit très bien, quel que soit le niveau, une remise en cause très fréquente par une instrumentalisation de la justice des actions publiques. Alors Bertrand Mathieu, on va vous faire agir sur cette immunité parlementaire. D'où vient l'origine de cette immunité? Écoutez, c'est une question qui est débattue depuis très longtemps et qui concerne aussi bien les parlementaires que le président de la République, que les ministres. Et c'est en fait une question tout à fait fondamentale. C'est une question qui s'inscrit dans la logique de la séparation des pouvoirs. Le problème, c'est qu'il y a la séparation des pouvoirs, c'est la protection des juges contre le pouvoir politique, mais c'est aussi, d'une certaine manière, la protection du pouvoir politique. Et j'allais dire qu'en ce qui concerne l'immunité parlementaire, il faut voir qu'elle s'est réduite ces dernières années. Elle s'est réduite, et je voudrais simplement, il ne sera pas question pour moi de prendre parti sur cette affaire, je n'ai pas à en juger, je dirais simplement que cette immunité, elle n'empêche pas le juge de faire son travail. Simplement, c'est l'interdiction sans l'accord du bureau de l'Assemblée d'exercer des mesures coercitives ou privatives de liberté. Donc, je dirais qu'indépendamment de cette décision rendue par le bureau, la justice peut continuer son cours, elle peut continuer
à notamment instruire Serge Dassault avait d'ailleurs déjà été entendu bien sous le statut de témoin assisté dans l'affaire. Mais ce qui pourra à nouveau se produire indépendamment de la décision du bureau du Sénat. C'est simplement cette décision sur laquelle je n'ai pas à me prononcer, qui est que le bureau du Sénat n'a pas autorisé la garde à vue. Mais je crois que, vous savez, les questions des rapports entre le politique et le juridictionnel est une question à la fois ancienne et qui va connaître probablement des développements très, très importants. Et je crois que c'est probablement aussi l'occasion d'une réflexion sur ces rapports. Michel de Messine, vous souhaitez intervenir. Je voulais réagir parce que c'est vrai que la justice dispose toujours d'autres moyens. Ceci dit, la demande de la garde à vue, elle était motivée et pour la recherche de la vérité. Et là, nous allons, par notre décision, empêcher que la recherche de la vérité se déroule dans de bonnes conditions, puisque nous n'avons pas à juger de la forme qu'ont choisi les juges pour la recherche de la vérité. C'est bien le problème de la justice. Si on parle de séparation des pouvoirs, nous n'avons pas à avoir un avis sur la procédure choisie pour la recherche de la vérité. Là, ils nous demandaient la garde à vue parce que pour eux, c'était indispensable pour la recherche de la vérité. Bien sûr, ils disposeront d'autres trucs. D'ailleurs, je pense bien, franchement, que ça reviendra sur le bureau du Sénat. Ça reviendra, vous verrez. La demande, et ce sera peut-être pour quelque chose de plus grave. C'était déjà la deuxième fois. Est-ce que vous avez le sentiment, Philippe Dominati, que le Sénat entrave la justice? Écoutez, pas du tout. Et d'abord, je suis un petit peu étonné de cette interprétation, parce que pour moi, la garde à vue, c'est de la protection et empêcher de communiquer. C'est pas du tout pour faire une pression physique sur éventuellement quelqu'un. Et vous avez une drôle de conception de la garde à vue. Permettez-moi d'être un peu surpris, parce que c'est pas la recherche de la vérité. Vous donnez le sentiment que ça empêche la recherche de la vérité, ce qui n'est absolument pas le cas. La garde à vue n'est pas faite pour faire pression, c'est pour protéger, alors que s'il n'en avait pas besoin, il aurait fait témoin assisté, il aurait pris la procédure de témoin assisté. C'est parce que cette procédure-là ne correspondait pas à l'affaire et la manière dont elle se présentait que les juges ont demandé la garde à vue. Et là, on les empêche d'utiliser une procédure qui pourrait être la meilleure, sûrement, et nous n'avons pas à la juger pour la recherche de la vérité. Bertrand Mathieu. Oui, je ne veux pas jouer les positions médias, mais je crois en effet que la garde à vue, comme ces mesures coercitives, sont des mesures utilisées pour la recherche de la vérité. Cela étant, la Constitution donne au bureau du Sénat la possibilité de décider de manière tout à fait libre s'il estime que ces mesures sont ou non justifiées. Donc je crois que le bureau du Sénat a rempli, et le jugement subjectif que l'on peut porter sur cette décision ne m'appartient pas, mais en tout cas le bureau a exercé une compétence que la Constitution lui donne. Savoir s'il a bien ou mal exercé n'est pas mon problème ici, mais c'est l'exercice d'une compétence constitutionnelle. Bertrand Mathieu, on a quand même l'impression, et c'est souvent une opinion qui est répandue, que l'immunité parlementaire c'est de l'impunité totale. Mais qu'est-ce que ça concerne exactement? Oui, alors vous avez raison de poser cette question-là. L'immunité parlementaire concerne simplement les mesures coercitives qui peuvent être prises à l'égard d'un parlementaire, sauf en cas de flagrant délit ou de flagrant crime, et sauf en cas de condamnation. C'est-à-dire que dans l'hypothèse où un sénateur ou un député est condamné, le bureau du Sénat n'a plus à donner son avis sur les mesures qui peuvent être des mesures de détention. C'est simplement pendant l'enquête ou l'instruction, l'avis est donné sur les mesures coercitives. C'est simplement, mais c'est une longue tradition, c'est simplement, et c'est un peu l'idée qu'il y a dans toutes les immunités, c'est l'idée qu'un juge ne peut pas intervenir sur le travail d'un parlementaire sans l'accord de l'Assemblée ou de son bureau. C'est une protection du travail parlementaire contre l'intervention des juges. Voilà la raison d'être de cette... Mais n'oublions jamais que les parlementaires sont des citoyens comme les autres, et devant la justice, ils doivent être comme des citoyens. Quelquefois, je pense qu'on a tendance un peu à... cette immunité parlementaire. Elle est nécessaire pour les protéger, pour protéger l'indépendance du sénateur dans l'exercice de sa fonction, mais n'oublions pas qu'en même temps, le parlementaire est un
citoyen comme les autres et devant la justice, il est aussi un citoyen comme les autres. Et c'est dans cet équilibre, mais il ne faut pas oublier non plus l'autre partie. Est-ce qu'il doit y avoir une évolution, eh bien peut-être dans le fonctionnement du bureau du Sénat concernant ces demandes de levée d'immunité parlementaire, Michel de Messine? Nous, compte tenu de la situation dans laquelle on s'est trouvé aujourd'hui, où à la suite de ce résultat qui apparaît un peu incompréhensible pour les citoyens, faut quand même se le dire, il va être très mal vécu. N'oublions pas qu'on vit dans une période où il y a un doute profond vis-à-vis des élus. Et comme le résultat provient d'un vote à bulletin secret, voilà, il y a un manque de transparence, et je pense que ce manque de transparence nuit au fonctionnement de cette procédure. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, notre groupe, qu'il n'y ait pas de vote secret, y compris pour Philippe Dominati, pour ça, sur voilà, ce point, est-ce qu'on doit renoncer au vote clair. secret lors des décisions du bureau concernant les demandes de levée d'immunité? Dans toutes les assemblées, dès qu'il s'agit des personnes, le vote secret a lieu. C'est la tradition parlementaire, c'est l'élection du président de l'Assemblée, c'est l'élection de l'ensemble du bureau, des présidents de commission. C'est le seul moment où l'homme politique utilise le vote secret. Tous les autres votes sont des votes publics. Mais dès qu'il s'agit de personnes, c'est en âme et conscience. Et donc, évidemment, moi, je suis absolument pour le vote secret. Je ne partage pas du tout la vision du vote impératif qui consiste à dire une formation politique oblige ces parlementaires à voter automatiquement. Le vote secret, c'est un vote concernant les personnes. Est-ce que ça donne quand même pas ce soir le sentiment de voir que certains parlementaires sont intouchables? On voit quand même dans la population une certaine indignation. Il faut expliquer. Je suis soucieux effectivement de ce problème d'image, mais je crois que ça a été très bien exposé. Il ne s'agit pas du tout d'une entrave à la justice. La justice peut continuer. Deuxièmement, en ce qui concerne, il n'y a pas d'impunité particulière. De nombreux parlementaires ont eu l'occasion de passer en justice, parfois d'être condamnés, parfois de ne pas l'être, mais ça n'empêche pas du tout la poursuite du dossier judiciaire. Là, c'est la mesure coercitive, et en l'occurrence, je dirais sans connaître moi le fond du dossier, je dois dire que compte tenu des faits qui sont évoqués d'un côté et de l'autre côté la personnalité du doyen de notre Assemblée, je comprends que le doute puisse être grand en âme et conscience sur ce sujet-là. Bertrand Mathieu, vous parliez bien peut-être d'évolution nécessaire, de réflexion sur ce sujet. Quelles pourraient être les pistes alors? Je crois très rapidement, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps, mais je crois qu'il y a en effet une véritable incompréhension de l'opinion de ces questions-là et qu'il faut essayer de faire passer ce débat sur les rapports entre la politique et la justice. Mais alors, je crois que c'est une question très importante et c'est probablement pas le lieu du débat. Mais d'un autre côté, je suis extrêmement méfiant par rapport au souhait de modifier la législation existante ou les conditions de fonctionnement de l'Assemblée par rapport à une affaire déterminée. Je crois qu'en effet, le vote personnel est une tradition, bonne ou mauvaise, mais on ne peut pas décider de la modifier ou de la conserver parce que dans l'opinion, il y a en effet une affaire qui suscite une certaine émotion. On rappelle aussi qu'on peut perdre son immunité et conserver son siège de parlementaire. Là aussi, ça peut paraître surprenant pour les téléspectateurs. On perd son immunité pour que la justice puisse faire son travail. Et il y a des cas qui ont été cités tout à l'heure où la garde à vue, a été, la levée de l'immunité parlementaire a été faite et où un de nos collègues est passé devant la justice et a été innocenté. Et il est revenu, c'est qu'une suspension pour la vérité, pour la justice. Ça, c'est la présomption d'innocence, qui fait qu'en effet, le fait de soupçonner quelqu'un ne doit pas conduire à lui retirer son mandat. Voilà, dramatiser à l'outrance, alors que dans d'autres cas, les choses se sont bien passées. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités sur ce plateau. C'est la fin de cette édition. À 22 h, vous retrouvez Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.